Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Dallo Fiston. Aujourd'hui, on va sortir un peu du cadre habituel, vu qu'on va vous parler d'un livre fantastique. C'est le livre de 0 à 1, Comment innover, de Peter Thiel en anglais. Et Emeline, c'est toi qui as lu ce livre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, c'est hyper drôle parce que je trouve que c'est un livre, mais vraiment, vous prenez le livre le plus américain qui puisse exister, et c'est un peu ça. Le sous-titre du bouquin, c'est « Comment construire le futur pour l'homme qui a créé PayPal et investi dans Facebook, SpaceX et LinkedIn ». Voilà, bon, voilà, déjà ça pose les bases, hein, c'est-à-dire que vive America, quoi. Exactement. USA. Voilà. Et alors, malheureusement, c'est un livre que j'ai pas aimé, voilà, j'ai un peu peur de le dire parce que tout le monde, enfin la personne qui me l'a mis dans les mains m'a dit c'est génial, tout le monde ne jure que par ça. Après je suis allée voir des forums, je me suis un peu renseignée, tout le monde a trouvé ça groundbreaking. Incroyable, oui, voilà. Moi aussi, je fais le USA. Et en fait, il m'a pas tant plu que ça. Alors, j'ai trouvé très intéressant. Et il y a certains points que j'ai relevés dont on va parler ici, parce que je trouve qu'ils sont très pertinents. Mais de là, vous-même, vous recommandez de lire le livre. Peut-être que tu as subi cet effet où on te l'a survendu et du coup, à la fin, t'es en mode « Ah, tout ça pour ça ?» Peut-être, voilà. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a un passage que j'ai énormément apprécié et que c'est sur ça qu'on fait l'épisode d'ailleurs, c'est « Faut-il forcément innover pour lancer son entreprise ?» Alors c'est une très bonne question et on va la traiter. On a d'ailleurs 7 petits points plus un bonus qui permettent de catégoriser s'il faut innover ou non, hein, selon le livre, encore une fois, on retransmet un peu les propos. Mais cette question est très intéressante parce qu'en fait c'est une question qui revient très fréquemment, que ce soit en école de commerce, dans les salons d'entrepreneurs, les forums, ce genre de choses. Et c'est bien qu'on puisse faire une réponse aujourd'hui, en tout cas du point de vue du livre. Donc Emeline, je te laisse peut-être commencer par le premier point à voir pour savoir si ton entreprise va réussir. Exactement, donc il faut contextualiser un peu. Ce mec qui a investi dans Facebook, SpaceX, LinkedIn et qui a créé PayPal, en gros, il a un peu de flair, tu vois. Il sait voir les entreprises qui vont fonctionner, qui ont du potentiel. Donc il dit, en fait, c'est très simple. Moi, je me pose ces 7 questions pour savoir est-ce que j'investis dans une entreprise, parce que selon ces 7 questions, je sais si elle va percer ou pas. Alors la première question, Emeline. La première, c'est très simple, c'est l'ingénierie. Est-ce que vous êtes capable de créer une technologie de rupture au lieu d'apporter de simples petites améliorations progressives? Alors là, on fait juste un petit point. Alors vous savez que, alors peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais quand on parle d'innovation, il y a 2 types d'innovation. Il y a l'innovation de rupture et il y a l'innovation qu'on appelle incrémentale, ou je connais plus exactement le terme en français. Mais l'idée, c'est ça. C'est soit vous avez une innovation, vous inventez la machine à vapeur, par exemple. Soit vous inventez un meilleur roulement à billes, un roulement à billes qui existe déjà, mais vous le perfectionnez, vous perfectionnez un tout petit truc, et ça s'appelle par exemple une innovation incrémentale. Vous améliorez une manière de fonctionner, une entreprise, la gouvernance, etc. Mais c'est pas, vous n'inventez rien de nouveau à proprement parler. Après, imaginons, je vais forcément prendre des grands noms en exemple. Apple, ils ont eu une ingénierie, mais de rupture, parce qu'ils ont juste, leur machine surperforme. Tout à fait. Donc voilà, il peut y avoir ces deux catégories, mais la manière dont il en parle ici, c'est plus la première chose, c'est-à-dire vraiment, est-ce que vous développez quelque chose, une invention pure et dure. Voilà, en gros, quitte à faire les choses, autant y aller vraiment bien, quoi. La deuxième, Louis? Alors le timing, est-ce que le moment est bien choisi pour lancer votre activité? Bon, après, ça dépend vraiment des gens, mais alors j'ai lu un article passionnant parce que là, forcément, on enregistre cet épisode de l'été qui suit l'épidémie de Covid-19, et il y a plein de gens qui me disent, en fait, c'est terrible, on va pas rien pouvoir lancer, tout le monde est paralysé, le marché du travail attend peut-être la reprise, hypothétiquement, on ne sait pas, et peut-être qu'en fait, c'est le meilleur moment pour se lancer. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que avant l'invention de la voiture, il y avait des articles dans les journaux anglais qui prévoyaient que Londres serait enseveli sous la crotte de cheval, tout simplement, avec la croissance de la population, le nombre de chevaux qui allaient se démocratiser, et c'était une évidence. Rien d'autre ne pouvait arriver. Le futur, c'était des litres et des litres de purin, grosso modo. La voiture est arrivée. Je ne sais pas si c'était une question de timing ou non, mais ça a complètement balayé les perspectives de timing, de développement, etc. Donc, parfois, ça peut aussi valoir le coup de remettre les choses dans le contexte historique et de se dire, le timing, ils n'ont pas attendu de savoir s'il était bon ou pas, ils l'ont fait. C'est ça. Après, est-ce que votre marché est plus ou moins prêt déjà, ou est-ce que vous allez devoir, vraiment galérer et suer pour ça? Mais l'exemple que mon article prenait, c'était, tu sais, toutes ces startups comme Airbnb qui ont émergé, en fait, et même Uber, qui ont émergé après la crise des subprimes en 2007, et qui disaient, en fait, les gens n'avaient pas de thunes. Ouais. Mais ils ont dû dû se loger, ils ont dû voyager, aller voir leurs potes, tout ça. Donc comment on fait avec un budget en fait? Et c'est là que ces applications sont arrivées. Très bon exemple également, les services de livraison comme Uber Eats, Deliveroo, Foodora. Alors,
ceux qui suivent le podcast assidûment savent que moi j'ai travaillé dans ces entreprises. Le nombre de restaurants qui ne voulaient pas travailler, c'était hors de question de travailler avec ces plateformes de livraison. Et qui du jour au lendemain, le Covid est arrivé, ont pris leur téléphone pour appeler en mode « Est-ce qu'on peut travailler avec vous ?» Typiquement, c'est l'exemple, le timing a été décidé par un événement exogène qui était la crise du Covid-19. Et donc ça serait bien, en fait, là le timing c'était vraiment le dernier moment pour y rentrer, Ouais. et toutes les personnes qui ont Exactement. su déceler le potentiel avant, qui étaient présents sur la plateforme. On part avec une longueur d'avance phénoménale. Exactement. On arrive du coup logiquement sur le troisième point qui est en fait le monopole. Est-ce que vous vous lancez avec une grosse part de marché ou est-ce qu'au contraire il y a déjà 2-3 grosses entreprises qui sont très bien implantées avec une forte image de marque et vous allez vraiment devoir jouer des coudes pour vous faire votre place? Typiquement, le pire business à lancer aujourd'hui, c'est un business de moteur de recherche par exemple. Vous n'allez pas lancer un business. Alors déjà parce que ça demande des ressources phénoménales, mais au-delà de ça, c'est que tous ceux qui essayent ont du mal. Hein. On peut penser à DuckDuckGo, Ecosia, tous les petits français, les Bing, etc. Mais en fait, c'est un marché qui est saturé et le monopole a déjà été acquis par d'autres grosses entreprises. Après, il y en a, typiquement, je pense à Ecosia, où leurs users Skyrocket, décollé. Oui, je fais des signes avec les mains, mais Oui. Louis commence à me comprendre. En fait, tu sais, quand il y a eu les feux en Amazonie Oui, je me souviens. l'année Ça, dernière, il y a eu un pic. les gens, tu vois, donc ça, il y a aussi une histoire de timing. Mais bon, c'est vrai que moteur de recherche le fait pas. Attention, cependant, et c'est ce que l'auteur nous dit dans son livre, il faut bien définir sa part de marché. Lui, il a fait, je crois qu'il est actionnaire dans Tesla ou un truc comme ça, où il prend un exemple de Tesla et il dit, alors, quel marché c'est? Est-ce que c'est le marché de la voiture électrique? Dans ce cas-là, tu peux te dire, ouais, je vais rafler toutes les parts parce qu'aujourd'hui, personne s'est fait une voiture électrique. Est-ce que c'est celui du transport? Et là, déjà, ça commence un peu à C'est rivaliser. différent. Ou est-ce qu'au contraire, c'est celui de l'énergie? La réalité, c'est que en fait, c'est le marché de l'énergie. En tout cas, Tesla se positionne aujourd'hui comme ça, avec les Powerwall, les Powerpack, etc. Mais du coup, c'est très intéressant en fait de voir que parfois, il faut creuser plus loin que la surface pour comprendre quel est le vrai marché et est-ce qu'il y a déjà un monopole sur ce marché ou non. Voilà. Et surtout, si vous définissez pas bien votre marché, vous allez pouvoir, soit vous vous dites, je vais pouvoir faire un monopole facilement et vous allez vous casser les dents, ou au contraire, vous allez vous dire, oh, mais il y a trop d'acteurs, alors qu'en fait, non, il y a un boulevard, c'est juste que ces acteurs ont vu trop petit. Exactement. Alors, il y a aussi la question aussi, effectivement, de la barrière à l'entrée. Oui. Je reprends un deuxième exemple. Ne lancez pas une entreprise de télécom. C'est impossible, en fait, tout simplement. Alors, peut-être que vous êtes richissime, mais dans ce cas-là, c'est une autre histoire. Mais avant de pouvoir poser des antennes 4G partout en France, oubliez. Et donc, du coup, le monopole, il est déjà acquis par 4-5 personnes. Bon, en fait, on est plutôt dans une situation d'oligopole, mais bref, on s'en fiche. Vous avez compris l'idée. Parfois, il y a des acteurs qui ont mis des barrières à l'entrée tellement fortes qui gardent le monopole. C'est terminé. À SNCF, j'en passe des meilleurs. Quatrième point, et c'est celui dont on parle peut-être le plus, mais c'est capital, c'est le personnel. Est-ce que vous avez la bonne équipe? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui savent ce qu'ils font, qui sont très compétents dans leur domaine, et surtout qui complètent vos failles? Ça, c'est capital, tout le monde le dit. Je vais reprendre un exemple personnel. Avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, donc c'est-à-dire chez Allofiston, j'avais fait longtemps dans le passé un entretien pour entrer chez Tesla. Et donc je fais. C'est vrai ça? C'est tout à fait vrai. Dingue. J'ai fait donc un ou deux entretiens. J'en ai fait 2. Et en fait, sur les 2 entretiens, j'ai tout de suite senti que c'était pas une boîte comme les autres. C'est-à-dire que dès le premier entretien au téléphone, le mec te dit si vous rejoignez la boîte, c'est pour changer le monde. Et vraiment, il y a ce côté qui est martelé en mode on veut pas des employés, on veut des fanatiques. On veut des fanatiques qui croient dans la mission d'Elon Musk et qui sont là pour tout détruire, pour tout casser. Et sous-entendu, on compte sur vous pour du coup faire des heures, le machin, le truc. Il peut y avoir un peu de washing derrière, d'abus salarial. Bref, c'est pas le sujet. L'idée, c'est tout simplement que il faut que la team, elle déboîte. Et si SpaceX, Tesla, etc. réussissent à avoir des performances aussi incroyables, c'est aussi en grande partie parce que ils n'ont pas des employés, ils ont des fanatiques. Voilà. Et il y a un dicton qui résume très bien cette situation, qui est parier sur le jockey, pas sur le cheval. En gros, le cheval peut être très très bon indépendamment par plein de facteurs, mais si le mec est bon, si le jockey est bon, eh ben, il va prendre un autre cheval et il va réussir à réitérer l'exploit encore et encore. Totalement. 5e point, la distribution. Alors, parce que c'est super de créer un bon produit, mais est-ce que vous arrivez aussi à le livrer, à le distribuer? Ça, c'est fondamental. On va se répéter, je sais pas, c'est terrible, mais encore une fois, Tesla est l'exemple parfait de cela. C'est-à-dire que Tesla, que les analystes boursiers regardent, ce n'est pas tellement le nombre d'usines installées, etc. C'est le nombre de livraisons de voitures. C'est le nombre de voitures distribuées par trimestre. C'est un peu ça l'indicateur clé pour mesurer les performances. Et donc, la distribution, en fait, c'est capital. Alors, si vous êtes dans un système de SaaS, de logiciels, d'e-commerce, c'est un petit peu différent, nous sommes bien d'accord. Mais si on est sur du produit, de l'expédition de produits physiques, l'expédition, la distribution, c'est un vrai délire. Peut-être l'exemple de Jean-Charles qu'on avait reçu dans le podcast il n'y a pas très longtemps.
Jean-Charles pendant le Covid-19. Donc, pour recontextualiser, il y a une entreprise de thé matcha, de délicieux thé matcha très premium. Toute sa chaîne de logistique à l'arrêt. Et comment on fait? Parce que les clients, ils veulent continuer d'avoir leur thé matcha, ils ont que ça à faire, ils sont chez eux. Et bah là, je peux vous dire qu'il a fait des nuits blanches. Oui, oui. Et sachant que, alors, pour vous donner les nouvelles de Jean-Charles, son entreprise de thé matcha fonctionne très très bien en Russie. Du coup, il a décidé de répliquer en France et en Suisse. Et en fait, il m'a dit, Emeline, le plus dur, en fait, c'est que toute la supply chain, toute la logistique que j'ai bâtie en quelques années en Russie, et bah là, il faut que je le fasse en quelques mois en France. Et c'est très très dur. Et c'est ça qui me prend la plupart de mon temps. Complètement. Donc la distribution à ne pas sous-estimer. Dernier point, non pas du tout. Sixième point. Le 6e point, c'est la durabilité. Est-ce que votre position de marché sera défendable dans 10 ans ou dans 20 ans? Ça, c'est le point un peu plus... Enfin, personne ne peut lire l'avenir. C'est difficile à estimer. Mais en même temps, c'est si vous faites pas une entreprise pour la faire pendant 2 ans, puis après, ciao. Et ça rejoint, je pense, le premier point qui est, vous êtes là, enfin, selon l'auteur, encore une fois, pour créer une stratégie de rupture, vraiment. Et pour vous imposer comme un nouvel acteur sur un marché, un acteur fort, et vous êtes là pour durer. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Je peux donner, alors, je ne donnerai pas de nom, mais l'exemple d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé très récemment, qui est sur un marché très facile de lequel rentrer. Aucune barrière à l'entrée, c'est de l'emailing, il y a 0 barrière. Et toute la stratégie qui était un peu en cours de réflexion au moment où j'y étais, c'était comment est-ce qu'on fait pour que dans 10 ou 20 ans on soit encore là. Et la manière dont on peut faire ça, c'est en mettant des barrières à l'entrée tellement fortes que tous les concurrents vont se casser les dents. Et l'un des axes qui avait été trouvé, par exemple, c'était de créer des comités de réflexion éthique sur l'emailing, ce genre de choses. Alors là, on rentre dans le cynisme le plus total, parce que c'était des comités d'éthique indépendants financés par nous. Bref, vous voyez l'idée. On rentre pas dans le détail, mais l'idée c'est ça, c'est comment vous pouvez mettre en place des barrières à l'entrée, par exemple, pour que dans 10 ou 20 ans, les gens continuent de se péter les dents sur votre muraille et que vous soyez dans votre trône tranquillement à regarder ce qui se passe. Alors cette histoire de barrière à l'entrée, est-ce que les concurrents, c'est facile pour eux de rentrer? Mais il y a surtout en fait cette idée de, il faut pas que tu te scléroses, il faut vraiment toujours que tu penses en fait quelle sera ma prochaine innovation. Moi j'ai un très bon ami qui travaille dans le domaine du drone, et ben là en fait ils viennent de sortir la version 2 de leur drone, mais en fait lui il travaille sur la version 3.2. Déjà, tu vois, donc ça veut dire que il est en train de faire le produit qui va sortir dans 2 ans. Du coup, ils ont toujours une longueur d'avance par rapport à leurs concurrents. Donc ça, c'est fondamental. En fait, c'est un peu, on va encore faire des banalités, mais challenge de statu quo, hein, le modo d'Apple. Bref, ne restez pas sur vos lauriers. 7e point, Louis. Alors, le secret, là on rentre dans des choses un peu plus ésotériques, occultes. Mais en fait, non, c'est très simple, c'est est-ce que vous avez su cerner une opportunité que d'autres n'ont pas vue? Alors, moi, mon avis personnel là-dessus, c'est qu'en fait, c'est très difficile aujourd'hui parce que énormément de choses ont été pensées, quasiment tout a été réfléchi, etc. Mais on a encore des exemples chaque année de trucs qui sont complètement groundbreaking. Incroyable. Donc complètement incroyables, complètement nouveaux, novateurs, qui sortent. Alors, en fait, je vais revenir sur mon exemple du drone. C'est une start-up suisse qui s'appelle Flyability. Et eux, c'est très très bête, mais ils ont su déceler une opportunité. En fait, tu sais, quand la centrale Fukushima a explosé, en fait, donc t'as le fondateur qui a vu à la télé, ils ont envoyé des mecs. Ils ont envoyé des mecs pour mesurer les taux de radiation, pour voir les survivants, pour tout faire. Et il s'est dit, mais c'est dingue qu'aujourd'hui, on soit obligé de mettre en danger des personnes, de les soumettre à des niveaux de radiation pour savoir l'état des choses. Et donc, ce qu'ils ont fait, qui était vraiment leur innovation radicale, c'est qu'ils ont mis en fait une espèce de cage à leur drone. Et en fait, il peut passer partout. Il peut passer dans les barrages, dans les bateaux, dans les conduits. Ils sont même allés au Groenland pour aller analyser je sais plus trop quoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils ont vu une opportunité. Le marché des drones existait. Il commençait à être saturé avec plein d'acteurs. Mais ils l'ont fait différemment. Ils ont trouvé la petite niche à l'intérieur du Grand Prix. Hein. Exactement. Tout à fait. Donc, c'était nos 7 points qui étaient hyper importants. Alors, pas de panique. En gros, ce que Peter nous dit, c'est que à partir de 5 ou 6, bon, peut-être, on va dire que si vous en avez 5 sur les 7, c'est OK. Vous allez pouvoir construire une entreprise stable, pérenne et florissante. En dessous de 5, en fait, vous allez avoir ce qu'il appelle, lui, de la malchance. Ah, c'est pas de chance, le marché a évolué. Ah, c'est pas de chance, mon actionnaire est parti avec toute la levée de fonds. Alors, là, je vais mettre un petit bémol, c'est qu'en fait, mais même si c'était tout à fait juste, hein, c'est qu'en fait, la manière dont Peter Thiel raisonne l'entreprise, c'est que pour lui, il raisonne l'entreprise à la taille de Facebook, PayPal, SpaceX et LinkedIn. Oui. Il raisonne pas l'entreprise à la taille de la belle petite PME qui roule bien, qui a ses petits clients. Voilà, on parle pas de ça en fait. Oui. On parle pour sortir en fait une multinationale. Voilà. Après, on va dire que si vous prenez tous ces critères dont on a parlé, parce que le timing, la distribution, le personnel, le monopole, tout ça, c'est quand même des critères hyper importants qui s'appliquent à toutes les entreprises. Et on va dire que si les standards qu'il met très très haut, vous les mettez
un peu plus bas, vous avez quand même plus ou moins votre framework, votre liste de cases à cocher pour savoir si votre entreprise va réussir ou pas. Alors, Emeline, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un petit bonus. Oui, le petit bonus, c'est moi qui l'ai rajouté et bon, je l'ai aussi pris dans ce livre, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et là, je suis entièrement d'accord avec l'auteur. Alors, et j'ai souligné la phrase tellement pour moi elle est capitale. C'est vendre et livrer un produit est au moins aussi important que le produit en soi. Toute entreprise doit vendre. S'il n'y a pas de vendeur ou de commercial, alors c'est vous le chef d'entreprise qui devez être le vendeur ou le commercial. Exactement, et c'est l'erreur en fait que font la plupart des entreprises, et surtout des entreprises un peu tech, sans vouloir rentrer dans le cliché, c'est en fait ils font une technologie de rupture. Le produit est magnifique et effectivement il va avoir énormément d'impact pour la vie de beaucoup de gens, mais en fait ils vont pas venir à vous. Il va falloir que vous alliez les prendre par la main, que vous allez les convaincre, que vous allez les mettre en situation et que vous fassiez tout ce travail. Et effectivement si vous n'avez pas de commercial, ok vous êtes peut-être un geek un peu tech, bah va falloir aller au charbon en fait. Ça c'est un exemple personnel pour avoir beaucoup travaillé avec des devs sur des projets. C'est incroyable à quel point les mentalités sont différentes. Tellement complémentaires, mais tellement différentes, qu'il y a toujours besoin, souvent, d'avoir quelqu'un qui est plus axé client, axé produit, axé marché, pour vite pouvoir aussi apporter une balance à la vision très tech, très développement, très perfectionnisme que peuvent avoir les devs et qui est fondamentale et nécessaire dans plein de cas. L'idée, c'est pas de dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais de dire que la complémentarité, c'est le bonheur. Parce que sinon, oh waouh, on pourrait lancer des dating mugs. advice, des petits mugs. Non, mais en fait c'est ça. Si ça se trouve, vous allez vous faire doubler par des entreprises qui sont moins compétentes, enfin qui ont un produit un peu moins bon que le vôtre, mais en fait ils vont vendre. Et l'exemple de Tesla que tu disais tout à l'heure, c'est en fait leur critère de réussite, eux, c'est le nombre de voitures livrées. Mais en fait là c'est ça, c'est combien est-ce que de produits, combien de produits vous arrivez à vendre, combien de clients vous arrivez à convertir et vous avez dans votre carnet d'adresses. Bon, je crois qu'on a tout dit. Hein. Ce petit épisode est un peu plus long, légèrement plus long que les autres, mais je pense que c'était assez intéressant. On rappelle le titre du livre, peut-être pour ceux qui auraient oublié. Ça s'appelle De 0 à 1, Comment innover de Peter Thiel. Voilà, un livre très américain, comme tu nous disais, voilà. Que vous pouvez trouver absolument partout. Oui, tellement ce livre est connu. Même dans la bibliothèque, la plupart des entrepreneurs ou des mecs qui veulent un peu se former sur le business ont ça. Et ça me rejoint en fait mon dernier point, je voulais finir le podcast par ça. C'est un épisode un peu particulier où on débat un peu d'un livre. Bon, dans ce cas-là, Louis l'avait pas lu. Et alors moi déjà, j'adore lire, je pense que je suis vraiment une machine à lire. Si vous avez des recommandations, je les prends volontiers. Et surtout, si ce format un peu vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire et ça pourrait être intéressant d'avoir des débats s'il y a des livres que vous avez aimés. Bien sûr, si vous avez des choses que vous avez particulièrement aimées, voilà. vous connaissez l'adresse mail comme d'habitude, business@allofiston.fr. On attend vos mails avec impatience. Voilà. Et puis écoutez, bonne semaine à tous.